D'abord, merci à notre économiste Stéphane Carcillo de poser le débat. Merci beaucoup, Bénédicte. Et merci à tous d'être présents ce matin en cette heure assez matinale. Je vois que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup. C'est un sujet qui intéresse beaucoup aussi nos rencontres d'Aix depuis plusieurs années sur le thème de l'avenir du travail de manière plus générale, qui est un thème qui intéresse non seulement les salariés, les chefs d'entreprise, mais aussi évidemment les économistes et l'économiste que je suis. La raison pour laquelle on a effectivement cette question qui s'oppose de manière persistante, c'est qu'on a des forces qui sont puissantes à l'œuvre sur le marché du travail et aussi sur le marché des biens et services, qui modifient profondément les relations entre clients et fournisseurs et les relations entre employés et employeurs. C'est évidemment le développement de l'économie numérique qui nous permet d'accéder à toute l'information dont on a besoin sur nos téléphones et aussi du coup à tous les services dont on a besoin et tous les biens. Et puis c'est aussi l'automatisation et la robotisation dont on a beaucoup parlé ici à Aix, qui nous libère de nombreuses tâches et qui aussi réorganise profondément la manière dont les entreprises sont organisées. Alors, on voit évidemment ces transformations autour de nous. On a beaucoup parlé de ce thème les 2 précédentes années, le thème de l'ubérisation, le thème de l'économie et des emplois, le thème des plateformes, avec beaucoup d'indépendants qui rejoignent ces plateformes et qui accèdent du coup à un nombre de clients beaucoup plus important qu'auparavant, un potentiel de marché beaucoup plus important. Aussi le développement des nouvelles enseignes franchisées qui fait que des travailleurs indépendants finalement peuvent accéder à des grandes enseignes avec une visibilité plus forte tout en gardant une forme plus large de champ d'action et de liberté dans leur manière de s'organiser. Et enfin évidemment pour la France le statut d'auto-entrepreneur qui a été introduit en 2008 et qui a profondément changer la manière dont les Français abordent le travail indépendant, qui de ce point de vue a été un assez grand succès, puisque les Français se sont pas mal beaucoup approprié ce nouveau statut. Alors, ces transformations, elles ne touchent pas uniquement que le travail indépendant, et elles touchent également ce qu'on appelle le travail dépendant, qui est le sujet d'aujourd'hui. C'est-à-dire le salariat, le travail dans lequel il y a une relation de dépendance, ou ce qu'on appelle, de manière juridique, un lien de subordination. Pourquoi est-ce que le salariat est aussi impacté par ces grands changements technologiques et par ces évolutions? C'est parce que dans l'entreprise, les tâches de pure exécution disparaissent peu à peu. Elles sont remplacées par des ordinateurs, elles sont remplacées par des machines, elles sont remplacées par des remplissages automatiques des bases de données, en amont et en aval, pour les clients et pour les fournisseurs, pour la logistique. Également parce que ces nouvelles technologies donnent beaucoup plus d'autonomie aux salariés dans leur travail. Elles ont un gros impact potentiellement sur la productivité, positif et parfois négatif, mais en tous les cas, elles donnent énormément d'autonomie dans la relation de travail. Du coup, on attend aussi des salariés non seulement plus d'autonomie, mais aussi plus de capacité à résoudre par eux-mêmes des problèmes, et parfois plus de créativité. Et ça veut dire aussi que les entreprises ont tendance à se réorganiser de plus en plus en équipes autour de projets ou d'équipes avec une certaine forme d'autonomie qui ont la liberté de résoudre un certain nombre de problèmes parce qu'elles ont accès à pas mal d'autonomie. Alors, plusieurs ces questions se posent cependant autour de ces évolutions. La première de ces questions, c'est est-ce que ces évolutions sont vraiment très fortes dans ce sens où est-ce que le salariat est en train vraiment de disparaître? Est-ce qu'on voit une érosion du salariat? On va répondre à cette question-là. Quand on regarde les statistiques, le salariat en France, c'est toujours 90% des emplois. Et l'emploi indépendant, c'est quelque chose qui tourne autour de 10%, 11%, qui a un peu augmenté, mais enfin la tendance est vraiment très marginale. Alors est-ce qu'il y a des choses plus fortes qu'on voit sur le terrain émerger et qui nous prédisent ce que sera l'évolution de l'emploi dans les années à venir? C'est ce dont on va discuter aujourd'hui. La deuxième question, c'est comment accompagner ces changements au niveau national? Qu'est-ce qu'il faut changer dans nos institutions et dans nos politiques
pour que les salariés et les indépendants, et d'une manière générale les personnes qui travaillent, puissent avoir plus de flexibilité pour changer de statut. Pour changer de statut du travail salarié au travail indépendant et de revenir d'indépendant à salarié. Il y a pas mal de choses, à mon avis, qu'il faut changer, notamment en France, qui est un pays qui est très organisé autour des statuts, dans sa protection sociale notamment, pour faciliter ces transitions. Et la troisième question à laquelle nous allons tâcher de répondre, c'est qu'est-ce qu'il faut changer dans l'entreprise ? Qu'est-ce que ces évolutions exigent sur le changement dans l'entreprise en termes de méthode de management, mais aussi, et peut-être, en termes de relations du travail. Voilà, donc 3 grands thèmes qu'on va aborder aujourd'hui. Et je donne la parole à Bénédicte et à nos juste pour introduire les personnes qui sont devant vous, nous accueillons Marc Ferracci, conseiller spécial auprès de la ministre du Travail, Madame Pénicaud, Kate Bell, responsable des affaires économiques et sociales au Trade Union Congress, ça rassemble les syndicats britanniques, 7 millions d'adhérents en moyenne. Georges Plassa, vous êtes le PDG du groupe de distribution Carrefour, une fonction que vous occupez encore jusqu'au 18 juillet prochain. Denis Penel, spécialiste du monde du travail, directeur de la World Tour Employment Confederation, vous sortez un livre fin août sous le titre « Travail, soif de liberté » aux éditions Erol, je précise. Et Georges Terrier, avocat d'affaires au barreau de Paris, associé chez Davis Polk, que vous intervenez régulièrement auprès des grands groupes sur les problématiques de gouvernance et de représentation des organisations. Marc Ferracci, dans la nouvelle loi que vous êtes en train d'élaborer au sein du ministère du Travail, est-ce que vous travaillez sur cette évolution du salariat ? Bonjour à tous. Appuyez. Voilà, bonjour à tous. Donc effectivement, je vais essayer de relier les constats qui ont été faits par Stéphane et puis que je vais essayer d'enrichir également. Au bloc, il y en a plusieurs de réformes que nous préparons. Il n'y a pas que la réforme du Code du travail et de la négociation collective qui est en cours. Il y a aussi des réformes qui viennent assez vite derrière, comme la réforme de l'assurance chômage, de la formation professionnelle ou encore de l'apprentissage. Alors, repartons quand même du constat et de la question qui est posée. On se pose la question de savoir si le salarié est obsolète. Je crois qu'une réponse assez simple et assez nette a été apportée. Si on définit le salariat comme un simple statut juridique. Si effectivement on définit le salariat comme un simple statut juridique, force est de constater que les statistiques sont assez stables et que l'emploi salarié représente toujours la fraction dominante du marché du travail. Néanmoins, il y a quand même un certain nombre d'évolutions qui se font jour depuis quelques années, voire quelques décennies. C'est le développement de la sous-traitance. S'il est difficile d'évaluer quantitativement ce développement, on constate que de plus en plus d'entreprises externalisent les tâches qu'elles pourraient réaliser elles-mêmes, et donc finalement que cette relation de subordination qu'évoquait Stéphane est remplacée par une relation commerciale avec d'autres employeurs qui peuvent être individuels ou d'autres entreprises. L'autre élément, effectivement, c'est, on en a parlé plus récemment, le développement d'outils numériques et de plateformes qui laissent émerger des formes d'indépendance qui sont parfois des formes d'indépendance subies, c'est-à-dire des gens qui, en réalité, auraient peut-être préféré travailler dans le statut salarié, mais n'ont pas véritablement d'alternative et sont parfois obligés de s'insérer sur le marché du travail par le biais de l'indépendance. Et ce sur quoi je vais aussi insister, c'est le fait que la relation salariale elle-même, c'est-à-dire au sein du monde salarié, connaît des évolutions assez profondes. Si on définit le salariat non pas simplement comme un statut juridique, mais comme un mode d'organisation des relations de travail et plus généralement de la société du travail, on constate que certaines mutations profondes sont en cours. On était jusqu'à une période récente, qui va, on va dire, jusqu'à la fin des années 70, on était sur une forme qui était principalement celle de l'emploi stable, d'une relation salariale qui était fondée sur le contrat à durée indéterminée. Sur ce point, on se rend compte que le salariat évolue parce que se développent les contrats courts, se développe l'intérim et on assiste à l'émergence d'un raccourcissement des contrats. Ça, particulièrement en France, c'est quelque chose qui est flagrant. On se rend compte que la rotation des emplois, c'est-à-dire le nombre d'individus ou de contrats qui tournent sur un même poste, s'accroît et s'est accru de manière très vive dans les toutes dernières années. Alors ça, c'est en lien assez étroit
avec les réformes. Pourquoi? Parce que cette rotation des emplois et le phénomène de destruction et de création des emplois qu'évoquait Stéphane a pour conséquence une multiplication des transitions professionnelles. Les transitions professionnelles, ça signifie que on va changer de statut, on va par exemple passer de l'emploi indépendant à l'emploi salarié. Alors en réalité, ces passages de l'emploi indépendant à l'emploi salarié n'augmentent pas de manière très très significative sur les dernières années. Il y a des travaux de France Stratégie ont essayé d'investiguer un petit peu cette question et montrent que ça n'explose pas. En revanche, ce qui explose, en tout cas ce qui progresse très fortement, ce sont les transitions entre l'emploi et le chômage. Et ça appelle à de nouvelles formes de régulation. Et c'est ici qu'on veut introduire, dans les prochains mois, un certain nombre de droits et de protections nouveaux qui vont permettre justement de mieux gérer ces transitions professionnelles. D'abord, c'est la protection contre la perte de revenus. Il faut aujourd'hui assumer le fait que l'assurance chômage soit plus universellement distribuée, et en particulier soit distribuée aux indépendants et plus simplement ouverte aux salariés. Donc ça, c'est une des mesures fortes que le gouvernement porte, qui était dans le programme d'Emmanuel Macron, et qui va se mettre en place. C'est assez compliqué à mettre en œuvre. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir un diagnostic clair sur ce qu'est la population des indépendants, et ça n'est pas une question aussi simple que ça. Mais en tout état de cause, il faut arriver à créer un continuum de droits, et en particulier, en premier lieu, un continuum consistant à généraliser et universaliser l'assurance chômage. L'autre élément sur lequel il faut réussir à créer un continuum de droits, c'est la question de la formation professionnelle. Aujourd'hui, on a un système de formation en France qui est extrêmement segmenté, c'est-à-dire que les droits à la formation dépendent énormément des statuts individuels. Vous n'avez pas aujourd'hui les mêmes droits selon que vous êtes salarié en CDI, salarié en CDD, selon que vous êtes chômeur et au sein de la population des chômeurs, selon que vous êtes chômeur éligible à l'assurance chômage ou non éligible à l'assurance chômage. Et tout ça, évidemment, crée d'abord des inégalités dans l'accès aux droits et crée une grande complexité pour les individus au moment où ils veulent s'approprier leur démarche de formation. Or, nous faisons le diagnostic, je pense que c'est un diagnostic qui est assez communément partagé, que la formation, finalement, c'est la première des protections. Les compétences sont la première des protections. Donc ici aussi, les réformes vont être assez profondes en matière de formation professionnelle. Elles vont d'abord consister à investir beaucoup d'argent dans le cadre du grand plan d'investissement qui va, selon toute probabilité, être voté à la fin de l'année sur un engagement pluriannuel. On va investir beaucoup dans la formation des demandeurs d'emploi non qualifiés et aussi dans la formation des jeunes décrocheurs. Ça, c'est quelque chose qui, encore une fois, vise à répondre à ce marché du travail qui est en mutation, ce marché du travail qui est en recomposition permanente. Et cette recomposition, encore une fois, il faut s'y attaquer de manière volontariste. L'autre élément en matière de formation professionnelle, c'est qu'on souhaite donner des droits individuels qui soient mieux financés, qui soient plus faciles à mobiliser et que les actifs, salariés ou demandeurs d'emploi, puissent utiliser sur un spectre de formation qui soit le plus large possible. Ça signifie concrètement qu'on va s'appuyer sur des outils qui existent déjà, en particulier le compte personnel de formation qui est aujourd'hui logé dans un autre outil qui s'appelle le compte personnel d'activité, mais que l'on va simplifier, renforcer en termes de financement ces droits, afin véritablement d'assumer ce continuum entre les différents statuts, faire en sorte que vous soyez salarié, que vous soyez demandeur d'emploi, que vous soyez indépendant, que vous soyez issu de la fonction publique à terme, vous ayez peu ou prou les mêmes droits pour vous former, et plus largement, on va essayer d'élargir les usages de ces droits à des actions d'accompagnement, éventuellement des actions de gestion des temps, mais ça fera l'objet de concertations et de réflexions qui ne sont pas encore totalement abouties. Donc, si je résume, l'augmentation des transitions professionnelles, cette recomposition finalement du salariat, plus largement cette recomposition du marché du travail, elle appelle un certain nombre de réponses en matière de droits nouveaux. Mais elle appelle aussi une autre forme de régulation qui touche les employeurs. Pourquoi ? Parce que les transitions professionnelles, les passages par le chômage, ça coûte très cher à la collectivité. Ça coûte très cher à la collectivité. Aujourd'hui, les contrats courts, les CDD et l'intérim représentent un déficit pour l'assurance chômage qui est de l'ordre de 8 milliards d'euros, sachant que le déficit de l'assurance chômage lui-même est de 4 milliards d'euros. Ça signifie qu'on est dans une situation aujourd'hui
où l'emploi stable, c'est-à-dire les CDI, eh bien, finance en grande partie, en tout cas à travers les mécanismes de l'assurance chômage, l'emploi instable. C'est la raison pour laquelle nous portons une autre réforme très importante parce que la contrepartie des souplesses que l'on souhaite accorder aux entreprises en matière de dialogue social et en matière, on va dire, de sécurisation des séparations, cette réforme, ça consiste à responsabiliser les employeurs sur le coût qu'ils engendrent pour la collectivité à travers l'assurance chômage. Ça porte un nom, ça s'appelle le bonus-malus à l'assurance chômage. Le bonus-malus, ça signifie concrètement qu'on veut moduler les cotisations que versent les employeurs à l'assurance chômage, les cotisations patronales, en fonction du coût qu'ils engendrent. S'ils utilisent beaucoup de contrats courts, ou s'ils licencient beaucoup, ou s'ils font beaucoup de ruptures conventionnelles, eh bien, ils seront amenés à payer un petit peu plus, ou à l'inverse, à payer moins s'ils ont plutôt tendance à jouer la stabilité de l'emploi. Donc ça, c'est une réponse, encore une fois, à ces évolutions profondes. C'est une réponse qui n'est pas uniquement destinée à équilibrer le budget de l'assurance chômage, c'est une réponse qui vise à faire évoluer les comportements pour que l'emploi stable, eh bien, progresse de nouveau dans notre pays, alors qu'on a plutôt tendance à voir progresser les embauches en contrat court. Enfin, le dernier point qui est fondamental, et Stéphane l'a introduit, c'est que le salariat, défini de manière large, ce sont aussi les relations de travail dans l'entreprise. Et ces relations de travail, elles sont effectivement bousculées par un certain nombre de phénomènes qui sont parfois corrélés les uns aux autres, et qui parfois sont indépendants les uns des autres. On assiste eh bien, à une recomposition des rapports sociaux et des relations sociales dans la plupart des pays industrialisés depuis maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années. On assiste à un déclin du syndicalisme qui touche beaucoup de pays, qu'il faut analyser pas forcément comme la cause, mais aussi comme le symptôme de quelque chose de plus profond. On a, dans la relation salariale qui existe dans la plupart des entreprises, cette logique de verticalité, cette logique de hiérarchie. Aujourd'hui, ce dont on se rend compte, à travers des études sociologiques, à travers ce que disent aussi les acteurs sur le terrain, c'est que la relation hiérarchique, elle n'est pas aussi bien assumée que par le passé par les salariés, et que les salariés sont souvent demandeurs de plus d'horizontalité, de plus d'autonomie. Stéphane évoquait cela, il y a des études qui en particulier ont mis en évidence le fait que le stress au travail était souvent la conséquence d'un manque d'autonomie chez les salariés, était la conséquence de cette rigidité des relations hiérarchiques, et donc un enjeu pour faire évoluer ces relations de travail, pour améliorer le bien-être des salariés, eh bien, c'est à la fois de redonner de l'autonomie, mais c'est aussi de recréer les conditions d'un collectif qui fonctionne. Les réformes sur lesquelles, ici, nous sommes, consistent à faire le pari du dialogue social, à considérer que l'entreprise est et doit demeurer, et peut-être s'affirmer encore plus qu'elle ne l'était auparavant, comme un collectif, comme le lieu du progrès social et du progrès économique. Et pour cette raison, on souhaite miser sur le dialogue social en entreprise, on souhaite renforcer les prérogatives des partenaires sociaux en élargissant les thèmes sur lesquels ils pourront négocier au sein de l'entreprise, également au sein des branches professionnelles, mais nous souhaitons particulièrement développer l'entreprise comme collectif. Et l'idée derrière tout ça, eh bien, c'est encore une fois d'améliorer les relations de travail, de renforcer les parties prenantes, parce que concrètement, cette relation salariale et cette relation entre employeurs et salariés, elle ne doit pas être une relation asymétrique. Donc il faut concrètement que les gens qui s'assiedent autour de la table, de manière formelle dans le cadre de la négociation collective ou de manière informelle, aient les moyens, avec des heures, avec de la formation, éventuellement avec des financements, eh bien d'avoir une véritable expertise, d'avoir un diagnostic partagé sur les évolutions de l'entreprise. Et c'est seulement à cette condition, me semble-t-il, eh bien qu'on va recréer du collectif et qu'on arrivera à capter finalement les bénéfices de toutes les évolutions qui sont déjà là, la robotisation, le numérique. On sait que ces évolutions, pour générer des gains de productivité dans les entreprises, elles obligent les entreprises à se réorganiser. Eh bien, on a besoin du dialogue social, on a besoin de la négociation collective pour permettre aux entreprises de se réorganiser en fonction de leurs besoins au plus près du terrain. Et donc, la réforme sur laquelle nous sommes aujourd'hui, sur laquelle eh bien, le Parlement a déjà commencé à discuter, c'est une réforme qui vise précisément eh bien, à donner plus de capacité de négociation pour adapter les normes, pour adapter le Code du travail au plus près du terrain, afin, pas simplement, encore une fois,
de générer des performances pour les entreprises, des performances économiques, mais aussi de générer du collectif, parce que le collectif est ce à quoi les salariés français aspirent également. On va en discuter. Merci. Je vous remercie. Merci Marc Ferracci. Alors Stéphane Carcillo nous l'a dit, la part des travailleurs indépendants ne grimpe pas vraiment en France, même si on en parle beaucoup. Alors Denis Penel, comment est-ce que vous expliquez ça quand vous aurez bu votre petit verre d'eau? Je vais vous demander ça. Alors, la part reste effectivement relativement stable, 10% de la population active. Ceci étant, elle remonte quand même. Et elle remonte, et c'est un phénomène nouveau, on n'a pas vu ça depuis l'après-guerre, je dirais, voire depuis plus d'un siècle. Donc il y a quand même une tendance à une remontée du travail indépendant en France qui reste limitée, qui je pense est sous-estimée dans les statistiques nationales, parce que ce qu'on voit aussi, c'est de plus en plus d'individus sur le marché du travail qui sont plus réactifs, comme on dit. Donc ils ont un emploi salarié, et en parallèle, ils vont développer une activité d'indépendant. Le succès de l'auto-entrepreneuriat illustre ça. On a depuis 2008 plus d'1 million d'auto-entrepreneurs en France, dont seulement 50% sont actifs. Donc voilà, les gens se disent, tiens, je vais créer ma structure, je ne sais pas très bien ce que je vais faire, le statut est très facile à établir, donc je m'inscris, je m'enregistre, et puis je verrai si je suis actif ou pas. Et le revenu moyen d'un auto-entrepreneur en France, par an, c'est 10 000 euros. Donc vous voyez bien que ce n'est pas des gens qui en font leur emploi principal, ils font ça en plus d'une autre activité. Donc, voilà. Mais je pense que c'est la vraie question pour moi sur le marché du travail aujourd'hui, c'est quand même l'essor du travail indépendant. Comme l'a très bien dit Marc Ferracci, ce qu'on a vu, c'est à partir des années 70-80, on a vu au sein du salariat une multiplication des statuts, CDD, intérim, temps partiel. Donc le salariat s'est diversifié depuis en gros la première crise économique, la crise pétrolière. Et ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que c'est la prochaine révolution du marché du travail, ce sera en dehors du salariat, avec effectivement une remontée du travail indépendant. Et je pense que les plateformes, notamment, illustrent cette tendance. Alors, il y a on en reparlera, je pense, le grand thème de la classification des travailleurs. Est-ce qu'un chauffeur Uber doit être un salarié d'Uber ou est-ce que c'est un vrai travailleur indépendant? Ça, c'est une des questions, je pense, majeures aujourd'hui sur le marché du travail. Merci. Georges Plassa, est-ce que dans votre activité, la grande distribution, l'avenir, c'est toujours le salariat? Moi, je suis plutôt en faveur du salariat. Alors, je crois que le thème de ce matin, c'est le salariat devient-il obsolète? Donc, de ce point de vue-là, je réponds non. Ce qui est obsolète peut-être, c'est la manière de regarder le salariat. Et je pense que depuis désormais de nombreuses années, on commence à voir poindre des idées qui sous-tendent qu'en étant un travailleur indépendant, on va être plus libre et plus riche. Je pense qu'il va de soi que si tout le monde tend à ces envies-là, ça va renchérir le coût du travail. Et donc la productivité en sera atteinte. Deuxièmement, on a évoqué tout à l'heure dans le salariat le fait que ce qu'on cherche à contourner en étant un travailleur indépendant, c'est notamment la subordination juridique à un employeur, quel qu'il soit, que ce soit une entreprise, que ce soit une personne. Il me semble qu'on peut aussi arriver à sublimer cette relation à la condition de mettre un sens réel derrière le travail et je dirais même derrière la capacité d'un salarié à servir en quelque sorte le dispositif qui va ensuite le rémunérer. Le rôle des syndicats qui a été évoqué tout à l'heure me paraît très important et je souhaite d'ailleurs qu'il le reste parce qu'on voit bien qu'à chaque fois que le syndicalisme s'affaiblit, la difficulté de canaliser les expressions des salariés devient de plus en plus problématique. La réalité, c'est que syndicats et patronat, sur le plan du salariat, ont souvent des difficultés à converger ou à parler parce que l'État s'est emparé de l'arbitrage de ce dialogue avec une batterie incessante de lois et de mesures dont on comprend bien que la finalité, c'est effectivement de protéger les plus faibles, mais en réalité, il va finir par encombrer considérablement la capacité de trouver des solutions. Donc, moi, je pense que le salariat, si on lui trouve du sens, si on lui donne une certaine noblesse, si on permet aux gens, d'ailleurs, de se professionnaliser dans ce qu'on leur demande, dans le temps, et si on l'accompagne à la fois d'une formation qui leur permettra de s'améliorer eux-mêmes
en faisant mieux leur travail, mais aussi d'une éducation pour les mettre au bon niveau de compréhension de leur rôle et de leur contribution à la société. Le salariat, je pense, a encore de très beaux jours devant lui, d'autant plus que l'avènement du statut d'indépendant, que je ne réfute pas, qui est souhaitable dans un certain nombre de cas, ne pourra pas correspondre à toutes les ambitions. Et en réalité, le salariat va permettre aussi aux plus faibles de trouver dans leur vie une satisfaction et une rémunération. Voilà. Merci. Mon point de vue. Kate Bell, est-ce que vous avez l'exemple britannique? Sur quoi faut-il être vigilant surtout? Thank you for inviting me, and apologies that I will speak in English. In the UK, we've been debating this issue a lot because since the financial crisis, we've seen some of the fastest rise in self-employment in the EU. 40% of the growth in jobs since the financial crisis in the UK has been in self-employment. So this is a really current issue. We are seeing some of the problems that are created if we do think that wage earning is obsolete. And it kind of reminds us that the employment relationship is not only between the employer and the employee, but also between the state. So a big issue in the UK is the reduction in tax we've seen because more people have moved into self-employment. In the UK, you pay significantly less tax, both as an employer and an employee if somebody is self-employed. So that's really started to worry our government about, are we eroding our tax base? Also seeing problems perhaps into the future around the pension system. Self-employed people in the UK earn significantly less than the employed, and that gap's actually widened as self-employment has grown. These people are therefore much less likely to be paying into a pension, and so that's a real concern for us too. And then lastly, there's the issue of sickness and what happens when people fall sick. In the UK, again, sick pay is only available if you're an employee. And this is what's really started to push people into asking some questions about what are these real employment statuses. And you've started to see our courts take a kind of interest in this issue when people have challenged should they be being paid sick pay, and to say, well, hang on, these drivers for Uber, perhaps the people who are cycling for Deliveroo, these platform companies, they seem to have quite a lot of control over their workforce. We don't seem to have abolished this relationship of subordination. Surely they should be responsible for paying for the sick pay that these people incur when they fall ill on the job. So I think we're seeing some of these kind of boundaries shifting, and we are seeing that the questions that were perhaps solved by the structure we had of kind of wage earning or the salariat are having to be asked again. So that's where the kind of debate is at in the UK now. Je vais juste vous demander d'appuyer. Voilà, merci. Monsieur Terrier, est-ce que vos clients, les entreprises, les grandes entreprises, justement, avec ces plateformes, ces nouvelles technologies, pensent donc à révolutionner les statuts à l'intérieur de leurs entreprises? Oui, merci Bénédicte, mais je crois que la question au début de ce débat qui se pose, elle a été parfaitement posée. Le salariat est-il obsolète? Je pense que c'est une question qui est mal posée, ou en tout cas qui traduit une analyse qui doit être repensée, surtout au regard du concept général dans lequel nous travaillons, à savoir la prospérité. Car le salariat n'est pas obsolète, je pense que ça a été dit clairement par Georges Plassat. Marc Ferracci l'a confirmé, Denis Pénel ne peut pas le contester, mais je crois que la question qui se pose aujourd'hui est de savoir si le salariat est fragilisé. Et la réponse est certainement oui. Et c'est dans la perspective de la prospérité, dans le cadre de laquelle nous travaillons, une question majeure. Car pourquoi est-il fragilisé? Il est fragilisé certainement par l'érosion, Marc Ferracci l'a rappelé, que traduit la révolution numérique, le mode d'organisation du travail, l'appétence d'autonomie ou d'indépendance, plus d'autonomie que d'indépendance, dans la mesure où bien souvent l'indépendance cache la misère de certains acteurs de la vie économique qui croient par ce biais-là trouver une dignité qu'ils perdent au bout de quelques mois. Mais c'est surtout cette espèce de doxa qui se développe depuis quelques années. Peut-être dirons-nous que la doctrine économique a, à l'instar de gens éminents, d'économistes éminents comme Jean Tirole ou Blanchard, appréhender le droit du travail dans la théorie économique et à partir de là a fait de l'impératif de mobilité une condition de l'efficacité économique, de la compétitivité des entreprises et donc de la réduction du chômage. Oui, mais Monsieur Terrier, est-ce que vos entreprises réfléchissent sérieusement à toutes ces évolutions ou c'est encore un débat qui n'est pas entré chez eux?
Donc, il faut reconnaître que c'est un débat qui concerne quelques secteurs, notamment le secteur tertiaire, mais c'est des réflexions, mais je crois qu'aujourd'hui, les groupes réfléchissent à cela. Les directions des ressources humaines y pensent beaucoup en essayant d'introduire de l'autonomie dans l'organisation du travail interne, dans le salariat, pour éviter bien évidemment une externalisation. Mais comme le concept des usines, des entreprises sans usine a fait le peu long feu, je crois que la notion d'entreprise sans salariés n'ira pas très loin non plus. Monsieur Plassa, est-ce que, par exemple, les jeunes qui, on le sait, ont soif d'autonomie, qu'est-ce que vous leur proposez chez Carrefour? Les jeunes, on leur propose d'entrer dans la vie en se disant que leur métier, ça va les aider à vivre économiquement, mais aussi à se développer et à amener, je le redis encore, comme je le disais tout à l'heure, une contribution à la société. Les jeunes, ils cherchent, je crois, à être utiles, à se développer personnellement et à pouvoir, à terme, établir, comme tout le monde, une famille, quelle qu'elle soit, et d'en être heureux. Je crois qu'on fait beaucoup d'états sur les milléniums, autrefois c'était la génération Y, etc. Très simplement, les gens veulent vivre heureux, se développer et contribuer à la société. Dans une relation de subordination ? Mais le mot subordination me paraît... Oui, je le comprends, il me paraît... extrêmement fort, et c'est le reflet d'un contrat juridique, parce qu'il faut quand même bien relier le salarié à son entreprise. Je crois qu'il ne faut pas regarder ce mot de subordination avec une lecture aussi violente qu'elle pourrait paraître. Nous sommes tous subordonnés à quelque chose. D'abord subordonnés à nos parents depuis assez longtemps et subordonnés à beaucoup d'autres choses. Alors il faut peut-être revisiter ce mot de subordination qui est excessif et qui nous entraîne d'ailleurs à des débats sur le plan éthique, sur le plan moral, qui nous éloigne très largement et de la productivité nécessaire au pays et de la satisfaction des gens dans leur travail. Là, je sens que ça s'anime un petit peu dans le débat. Monsieur Ferracci, vous voulez réagir sur ce sujet? Oui, à la fois pour réagir sur ce que dit Georges Plassa et puis sur ce qui a été dit à propos de la mobilité. Moi, je suis absolument pas convaincu que tous les salariés, tous les actifs français rêvent de mobilité, rêvent de changer d'entreprise. Il y a beaucoup de gens qui veulent investir dans la stabilité de leur emploi, dans la stabilité de la relation avec leur employeur. L'enjeu, c'est que quand on a aujourd'hui 9% de chômage, eh bien, le pouvoir de négociation des salariés vis-à-vis de leur employeur, qu'il s'exprime à travers une relation bilatérale ou à travers la négociation collective, il est plus faible que quand le chômage est bas. Donc il faut trouver les moyens de rendre ce pouvoir de négociation un peu plus important sans évidemment nuire à la compétitivité des entreprises et à leur capacité à créer de la richesse. Comment on fait pour faire ça ? On essaie justement non pas de donner une astreinte de mobilité à des gens qui n'en voudraient pas, mais de donner des opportunités de mobilité. Et toute la nuance est là. Le sens d'une autre mesure que nous portons, qui est le fait de donner la possibilité d'avoir l'assurance chômage pour les salariés démissionnaires, s'inscrit dans cette logique. S'inscrit dans la logique consistant à dire aux salariés, puisque ça s'adresse d'abord aux salariés, à leur dire, écoutez, si vous avez envie de bouger, bougez. Si vous avez envie d'obtenir quelque chose en termes d'autonomie au travail, en termes de meilleures conditions de travail et de conditions salariales, eh bien ce droit et cette opportunité qui vous est donnée vous aidera à obtenir ce que vous voulez. Voilà. Monsieur Penel, comment réagir, comment répondre à ce besoin d'autonomie des salariés? Alors, avant de répondre à la question, je vais un peu pimenter la discussion et me faire l'avocat du diable, parce que je trouve qu'on est tous un peu trop sur la même longueur d'onde. Donc, revenons à la question. Le salariat est-il obsolète? D'abord, c'est une question de riches, il faut le savoir. C'est dans les pays économies développées que le salariat s'est généralisé. Au niveau mondial, selon les chiffres de l'Organisation internationale du travail, 60% de la population active travaille en dehors du salariat. Donc la majorité des travailleurs dans le monde ne sont pas salariés, sont indépendants. Ils travaillent sans aucun contrat de travail, voire de façon informelle. Et ça monte jusqu'à 93% en Inde, 60% au Brésil. Donc déjà, soyons clairs, quand on parle au niveau international, le salariat n'est pas la norme. Deuxièmement, le salariat est-il obsolète? Moi, je crois que voir que l'aboutissement ultime de l'évolution du droit du travail, c'est le salariat, c'est un contresens historique. Chaque période économique, chaque révolution industrielle a instauré un nouveau
modèle dominant, je dirais, du travail. Alors, si on remonte dans l'Antiquité, on a commencé avec l'esclavage. Je ne dis pas que c'était la meilleure forme de travail. Après, s'est développé le servage, le féodalisme, l'artisanat, le salariat. Et le salariat s'est généralisé dans nos économies développées à quelle période? En gros, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi? Parce qu'on était dans une économie de production de masse, une économie industrielle, manufacturière, où les entreprises ont eu besoin de fixer sur des lieux bien spécifiques, les usines, une main-d'œuvre, et donc s'est développé petit à petit le salariat. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui aiment la sociologie, relisez Robert Castel, hein, quand le salariat s'est développé au tout début du XIXe siècle, on parlait de l'indigne salariat, c'était la forme ultime de l'exploitation du travailleur par les patrons. Marx n'a pas dit autre chose non plus. Petit à petit, grâce aux syndicats, grâce à des lois sociales, on a domestiqué, je dirais, le salariat pour lui accorder un certain nombre de droits et d'avantages sociaux, ce qui est une très bonne chose. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est quand même une fatigue du salariat. Hein, il y a des chiffres qui montrent que seulement 13% des employés dans le monde sont activement engagés dans leur travail. Sondage Gallup, fait à travers le monde. Et en France, le chiffre est encore moins élevé. Aujourd'hui, quand on parle de salariat, on parle de burn-out, épuisement professionnel, on parle de bore-out, les ennuis professionnels. Vous avez un boulot où, en gros, vous vous emmerdez parce qu'on vous demande de faire du reporting à longueur de journée. Hein, les cadres passent en moyenne un tiers de leur temps à faire du reporting aujourd'hui. Donc, ils ne font pas leur vrai travail, ils font juste du reporting. Et 50% de leur temps dans des réunions où on ne sait pas très bien ce qu'il en ressort. Donc moi, je crois qu'il ne faut pas non plus idéaliser le salariat. Le salariat, c'est diversifié, ça c'est clair. Hein. On a aujourd'hui une biodiversité sur le marché du travail avec une multitude de contrats de travail. Je crois qu'on en a plus de 40 en France. Donc on voit bien que le salariat, dans sa forme CDI, emploi stable, a déjà évolué. Je rappelle aussi qu'un tiers des CDI signés chaque année sont rompus au bout de 12 mois pour cause de démission, rupture conventionnelle. Donc cette idée aussi que CDI égale emploi stable n'est plus tout à fait valide. Et encore une fois, je crois que oui, il y a cette fatigue du salariat et quand même, il y a un appétit aujourd'hui, une soif pour plus de liberté, plus d'autonomie dans le travail. Donc la vraie question, c'est comment on réconcilie cet appétit pour plus de liberté et d'autonomie avec, et ça je suis tout à fait d'accord, un besoin de protection. Il faut réinventer des filets de protection sociale, un accès et arriver à maintenir une stabilité dans les revenus, mais je ne suis pas sûr que le salariat sera la solution pour les siècles à venir. Kate Bell, plus d'autonomie? Vous y pensez aussi, vous y réfléchissez, et comment faire évoluer donc les statuts de ces salariés? I think there's a couple of points. I think first we need to avoid a kind of technological determinism whereby we say that because we have new technology, we must have new forms of totally revolutionary forms of employment status, or perhaps very old forms. Dennis talked about kind of the pre-industrial revolution. Some of the new platform companies we see, we think look very much like the old forms of employment where you sought to break work up into ever smaller pieces and therefore to make workers compete on an ever-lowering salary basis in order to carry out that work. But we know it doesn't have to be like that. It's been really great to hear on the panel people talk about the dialogue between employers and unions as creating the type of work we want. And I think we can have flexibility, autonomy and dignity within a stable workforce. Often at the moment, the debate seems to suggest that we need to trade off flexibility against dignity and against autonomy. I don't think that's the case. I think we know that the best professional workforces can offer their employees security at the same time as, for example, improving policies around work-life balance, giving people more autonomy over their work. And I think that's what we should be aspiring to, rather than a kind of trade-off which says, if we want flexibility, we have to bump down the security. Voilà, merci. Monsieur Terrier, vous vouliez réagir? Oui, pour répondre à Denis Penel, je voudrais dire simplement que on parle beaucoup du salariat, du nombre de contrats de travail, 40, des enquêtes mondiales, etc. Mais on parle peu de la structure et du marché des autonomies et des indépendants. C'est si vrai que l'on utilise, même ce matin, confusément la notion d'autonomie ou d'indépendance. Ça n'a rien à voir. L'autonomie, c'est une activité exercée par quelqu'un dans le cadre d'un projet collectif avec une interdépendance, la contribution d'un ensemble de personnes, Marc Ferracci, dans un projet collectif. L'indépendance, c'est le détachement total, tant au niveau de l'activité, de l'initiative, du contrôle et du résultat fourni d'un individu. Et l'indépendance, je pense qu'aujourd'hui,
la structure des marchés, la complexité des fonctions de production, l'attente des consommateurs est difficilement compatible avec le développement de l'indépendance stricte. C'est si vrai que les auto-entrepreneurs indépendants, et aujourd'hui il y a une information qui m'a alerté, qui m'a interpellé, au mois de juin, le nombre de candidats au métier à la profession de taxi a augmenté par rapport à celle de VTC. Ça ne veut dire pas qu'on cherche une rémunération meilleure. Les uns et les autres ont des rémunérations de niveau extrêmement réduit. Mais la question, c'est que le statut des taxis, même imparfait, même dégradé, donne aux candidats une visibilité, une lisibilité, un cadre dans lequel ils peuvent inscrire leur activité, alors que le VTC, on sait très bien que ce n'est pas de la subordination juridique. Il faut oublier ce concept, bien qu'il reste dans le droit quelque chose de déterminant comme la subordination économique. Mais aujourd'hui, le point fondamental, c'est la dépendance économique des prestataires individuels. Et c'est là où le contrat de travail et l'évolution doivent se faire. Elle commence à se faire. L'extension du chômage universellement est une excellente mesure à cet égard, et vraiment très importante. Sur la formation, il faudra bien évidemment y veiller aussi, mais je crois que là, il y a au niveau du clivage salariat auto-entrepreneur ou en tout cas indépendant, une évolution du statut qui doit être faite afin que on ne parle pas, et autant le salariat, comme tu le dis, est quelque chose qu'il ne faut pas sanctifier, qu'il faut pas, mais la notion d'indépendant, d'auto-entrepreneur, par le biais de l'autonomie qui serait recherché par les salariés ou les professionnels, je pense qu'il y a presque une petite escroquerie intellectuelle. Merci. Monsieur Ferracci, est-ce qu'il faut adapter, est-ce qu'il faut proposer différents statuts, pouvoir proposer différents statuts, salariés, autonomes? Comment est-ce qu'on pourrait changer de statut facilement? Alors, je crois qu'on a déjà beaucoup de statuts. Ça a été dit, il y a beaucoup de contrats, il y a beaucoup de situations qui juridiquement n'ouvrent pas forcément les mêmes droits. L'enjeu, c'est, de mon point de vue, justement pour créer à la fois de l'égalité et puis pour créer cette capacité ou cette appétence à la mobilité, c'est d'unifier les droits. C'est plutôt d'unifier les protections, pas simplement sous le régime de la protection sociale d'ailleurs, mais d'une manière ou d'une autre, d'arriver à unifier les choses. Alors, moi je suis assez d'accord avec ce qui a été dit. Il ne faut surtout pas, et j'espère que ce n'est pas ce que les gens ont compris de mon propos, confondre l'indépendance et l'autonomie. Dans l'indépendance, ce que l'on constate, en particulier quand on regarde les études statistiques, qui sont plutôt faites d'ailleurs par des sociologues que par des économistes, c'est qu'il y a deux cas d'indépendance un petit peu polaires, au moins deux, qui se dégagent. Il y a des gens qui sont en situation d'indépendance volontaire, qui en réalité ne souhaitent pas du statut de salarié, qui souhaitent véritablement s'émanciper, gérer leurs horaires. On trouve évidemment les professions libérales, mais on trouve aussi dans les nouvelles générations des métiers qui s'accommodent très très bien de ce statut d'indépendance voulu et volontaire. Ces gens-là, par rapport à la protection sociale, n'ont pas besoin d'avoir des statuts particuliers. Ils ne sont pas demandeurs de l'assurance chômage. Quand on leur pose la question, on leur a posé la question, ils sont absolument pas, ils n'ont pas d'appétence pour ça. En revanche, ce à quoi on assiste, on l'évoquait tout à l'heure, c'est véritablement à l'émergence d'une indépendance subie, une indépendance qui se fait par substitution à un statut de salariat classique et qui, même si on n'utilise pas le terme de subordination, même si on n'utilise pas eh bien ce critère juridique-là, eh bien s'apparente à une forme de dépendance. Et tout l'enjeu, c'est d'abord d'identifier précisément qui sont les uns et qui sont les autres, et d'arriver finalement à proposer des droits qui soient adaptés aux uns et aux autres. Et ça, c'est un travail qui est compliqué. C'est la raison pour laquelle j'expliquais tout à l'heure que cette mesure d'ouverture du chômage aux indépendants, eh bien, elle s'accompagne, ou plutôt, elle est précédée par un gros travail de diagnostic qui a été mené déjà par un certain nombre d'institutions, mais qui va continuer d'être mené dans les prochains mois. Et c'est simplement à ce moment-là qu'on pourra, le cas échéant, affiner les statuts. On va passer aux questions, si vous le voulez bien. On va d'abord prendre, comme c'est la tradition, la première question, qui est celle de Lorraine Mercier, qui est étudiante à Sciences Po à Paris. Je ne sais pas si on a un micro. Voilà, pour Lorraine, s'il vous plaît. Allô ?
Bonjour. Merci beaucoup pour vos interventions. J'avais une question à vous poser. Donc, à vous entendre, est-ce que vous pensez vraiment que les formes de travail alternatives au salariat soient vouées à être des formes de transition? Par exemple, pour l'intégration, l'indépendance subie dont vous parlez, ou un complément de revenu avec la multi-activité? Ou alors, au contraire, est-ce que ça pourrait vraiment balayer l'image du salariat comme norme d'emploi et pas juste être une forme de transition en attendant que le salariat, par exemple, se transforme avec des méthodes de management plus horizontales? Donc, est-ce qu'on est vraiment face à une restructuration du marché de l'emploi? Merci beaucoup. Monsieur Plassat. Je trouve que c'est une question assez subtile. Non, mais à laquelle je n'aurai malheureusement pas de réponse définitive. Moi, j'ai la sensation qu'en période de morphing, les nouvelles solutions peuvent parfois être temporaires dans la mesure où elles permettent de respirer à l'ancien dispositif, à se redéfinir, à ressurgir peut-être avec des forces nouvelles. Mais très sincèrement, puisque la question m'était posée tout à l'heure sur les aspirations des jeunes aujourd'hui, je suis absolument convaincu qu'ils ont besoin d'autonomie, c'est-à-dire de capacité d'initiative. Ils ont besoin de se sentir compétents, mais pas nécessairement indépendants et libres de tout. Je dirais même que ma sensation à moi, c'est qu'ils recherchent une certaine discipline que depuis assez longtemps, on ne leur demande plus, et ils en ont besoin pour se former, se développer et exister. Alors, est-ce que le statut d'indépendant d'aujourd'hui est temporaire ? Moi, je ne le souhaite pas. Je crains qu'il n'aille pas aussi loin que certains l'appellent de leur vœu, et finalement, ce n'est pas aussi grave que ça, si ça permet de revisiter tout le reste. Madame Bell, Kate Bell, est-ce qu'en Grande-Bretagne, il y a donc des salariés qui, par exemple, ont après des statuts d'indépendants, qui font des petits boulots après? Ça se développe beaucoup ou pas chez vous? Well, one of the reasons we think for some of the growth in self-employment has been as a useful stepping stone for some people who are unemployed and into work, and we saw many government schemes trying to promote that. One of the issues, though, is that they were receiving a significant financial subsidy from the state, so a large in-work benefit payment. So I think that is, the government has said in the next few years it wants to reduce those benefit payments, but it's not clear whether those people who are self-employed and being subsidised will be able to survive without that subsidy. So we've created an issue where people have moved into self-employment supported by the state, but once the state removes that support, it's not clear whether they will be able to continue in that status, and I think that's a real question. Monsieur Terrier. Non, vous ne voulez pas, Monsieur Terrier? Alors, Monsieur Penel. Monsieur Terrier, ça sera pour plus tard. Non, mais j'ai continué à faire l'agent provocateur. Ici, clairement, je pense qu'on sous-estime ce qui se passe sur notre économie. On est en train d'évoluer vers une économie à la demande. Et je ne dis pas que c'est bien, je ne dis pas que ce n'est pas bien, c'est une réalité. Et la plateformisation, l'ubérisation de notre société, de notre économie et du travail, on est l'incarnation la plus flagrante. Donc on est passé encore une fois d'un modèle de production où on était dans de la production de masse, il a fallu équiper les ménages après-guerre en frigo, télévision, automobile, voiture. Voilà, tout ça c'est fait aujourd'hui, on est dans une économie de l'abondance, et qu'est-ce qu'on voit? C'est que les modèles de production ont changé, les entreprises ont externalisé, vendent des produits et des services avant de les avoir produits, ce qui est exactement l'inverse d'une société de production de masse, et donc forcément la relation au travail s'est adaptée, d'où l'essor du travail indépendant, d'où l'externalisation, d'où aussi, de la part de certaines entreprises, une volonté moindre d'accepter leur rôle d'employeur. Il faut aussi le reconnaître. Hein. On a aujourd'hui une main-d'œuvre qui est disponible à travers le monde, à travers les plateformes. Vous pouvez faire travailler maintenant facilement un ingénieur indien ou un comptable chinois. Les entreprises s'en servent à la fois parce qu'ils ont accès à ces talents et puis parce qu'il y a aussi une histoire de coût derrière. Donc, et encore une fois, je ne dis pas que c'est bien, que c'est pas bien, mais c'est une réalité. Donc, et qui dit économie à la demande dit travail à la demande. C'est ce qu'a dit Kate. Alors, est-ce qu'on va revenir à un modèle économique et industriel d'avant la première révolution industrielle où la plupart des gens travaillaient de chez eux, hein, et les gens étaient, je ne sais pas,
appelle ça. J'ai plus le mot en français, mais travaillaient de chez eux, ils cousaient des pièces, travaillaient à la pièce, voilà exactement. Ils étaient propriétaires de leur outil de production, ça c'est quand même ce qu'a fait le salariat. Il a quand même entraîné une dépossession de l'outil de production au profit des dirigeants d'entreprise. Et troisièmement, ils étaient libres d'organiser leur temps de travail comme ils voulaient. Alors, est-ce qu'on retourne vers ce modèle? Peut-être, j'en sais rien. En tout cas, si c'est le cas, il faut encore une fois repenser nos systèmes de protection sociale, parce que l'idée n'est pas d'arriver dans un marché ultralibéral où les gens sont laissés seuls. Moi, je crois beaucoup, c'est ce qu'a dit Kate aussi, à une réémergence des guildes professionnelles, ces structures au 19e, qui ont duré jusqu'au 18-19e siècle, qui étaient des structures à mi-chemin entre un syndicat et une organisation d'employeurs, parce que la guilde recrutait les travailleurs, les formait, les plaçait sur des lieux de travail, leur apporter un certain filet de protection sociale, c'était la protection pour la veuve et les orphelins, et parler au nom des travailleurs. Et moi, je trouve c'est très intéressant. Si j'étais Uber, c'est ce que je ferais. Je commencerais à mettre en place des services pour les chauffeurs Uber, à les défendre et à me battre pour leurs conditions de travail, parce que je pense que c'est le meilleur moyen de les fidéliser et de les garder. Stéphane Carcillo. Sur cette question des jeunes et notamment de la capacité du travail indépendant à être une forme de tremplin en fait vers l'emploi stable, je crois qu'il faut revenir aussi à ce qu'on sait aujourd'hui de l'insertion des jeunes. Il y a évidemment une grande différence parmi les jeunes entre ceux qui ont des diplômes et ceux qui n'ont pas de diplôme. Les jeunes qui font les livraisons comme des petits boulots de manière pérenne, les livraisons de Deliveroo ou autres, il est peu probable que le travail indépendant soit un marchepied vers l'emploi stable. En revanche, des jeunes qui fournissent des prestations de services de haute qualité comme la programmation ou des tâches de consulting ou de communication, là on voit bien que c'est aussi une manière d'acquérir de l'expérience qui peut ensuite aboutir vers des emplois plus stables. Donc je pense que la question du coup est évidemment pas du tout la même selon le niveau de diplôme de départ des jeunes, et ça pose la question de l'accompagnement des jeunes, notamment des jeunes les moins qualifiés au cours de leur parcours, pour éviter qu'ils soient justement coupés des possibilités de formation et d'accompagnement, et c'est ce que mentionnait Marc Ferracci précédemment. Ouais, moi je pense qu'on continue de regarder le travail avec une approche sociale qui me paraît pas la bonne. On a en France une terminologie qui a conduit à séparer les professions libérales et le reste. Derrière le mot libéral, il y a une aspiration. Profession libérale, profession libre, profession intellectuelle, profession... Ce sont les professions qui vont être les premières ubérisées. Ce sont celles sur lesquelles la capacité de l'intelligence numérique va être la plus destructrice de valeur. Et on continue, à côté de ça, de parler des petits boulots. Moi, il me semble qu'aujourd'hui, en dehors du thème du salariat lui-même, il faut parler tout simplement du travail, de la dignité du travail et de l'utilité du travail. On se rend compte aujourd'hui que le chômage vient essentiellement du fait que l'ensemble de la société veut attirer tout le monde vers des métiers entre guillemets intellectuels auxquels tout le monde n'a pas capacité à accéder, ni même la volonté de le faire. Il y a pléthore d'activités fantastiques qui permettent aux gens de s'épanouir et d'être utiles. Hier, j'étais à côté d'une femme remarquable qui m'expliquait que l'évolution de la démographie va nous conduire à avoir besoin dans les années qui viennent de beaucoup de gens pour entretenir les vieux, dont nous allons bientôt faire partie. Il n'y a pas de travail aujourd'hui pour attirer le monde vers ces métiers-là, qui vont être à la fois des métiers de soins et des métiers d'experts. Et moi, je lui répondais que dans la distribution aujourd'hui, nous, on gère 10 000 magasins. Il est évident que ces magasins vont devoir respirer. Il y aura des fermetures, il y aura des ouvertures, il y aura des évolutions. La législation d'aujourd'hui nous demande un temps considérable pour arriver à faire ce travail. C'est extraordinairement coûteux, c'est pénible, ça lamine les gens qui sont concernés par le sujet, et donc on les éloigne progressivement de l'envie de rester des salariés. Il faut qu'on bouge dans ces domaines-là en mettant de la flexibilité, en déforestant un peu ces lois qui n'arrêtent plus de surgir à tous les instants et qui rendent d'ailleurs les cadres dans l'incapacité de piloter. Donc on se souvient de M. Dahl, il y a une vingtaine d'années, pour ceux qui étaient déjà nés à l'époque, qui avait tenté d'installer les petits boulots en France et qui avait été fustigé par cette sémantique. Il faut s'arrêter de regarder
à la fois les bons boulots et les petits boulots. Il y a des gens qui vont faire de bons métiers, et je crois qu'entre les deux, il y a tout simplement l'envie, la formation, l'éducation et le regard social sur les gens qui sont utiles. Voilà. Merci. On va prendre des questions dans la salle, si vous voulez bien. On va commencer, monsieur qui avait levé la main d'abord, et après on y va. On va faire des réponses courtes, si vous le voulez bien, pour essayer de passer toutes les questions. J'ai une question aux représentants des pouvoirs publics, mais peut-être aussi à David Polk. La flexibilité et tous ces emplois à période courte ne sont soutenables que s'il y a une formation qui va avec. Nous avons 32 milliards pour la formation en France. Elles ne sont ni orientées vers les chômeurs, ni vers les jeunes. Comment va-t-on trouver un moyen de donner à celui qui se cherche, qui recherche, qui veut peut-être avancer et trouver de la prospérité, un appui obligatoire ou pas obligatoire en matière de formation? Merci. Monsieur Ferracci. Deux réponses, enfin, c'est un petit peu les réponses que j'ai données tout à l'heure. D'abord, il y a une réponse ponctuelle consistant à investir pour s'attaquer à ce qu'on pourrait appeler, même le terme n'est pas très beau, le stock des chômeurs, des non qualifiés. Aujourd'hui, il y a une ambition qui est de former 1 million de chômeurs non qualifiés et 1 million de jeunes décrocheurs. Donc ça c'est, on va dire, l'effort initial, mais ensuite ça doit devenir quelque chose de pérenne. Pourquoi est-ce que les gens qui sont en contrat court ne se forment pas, accèdent moins à la formation que les autres? Tout simplement parce qu'une grande partie des dépenses de formation aujourd'hui sont initiées par les employeurs. Les employeurs représentent la majeure partie du financement de la formation. Dans les 32 milliards que vous évoquez, il faut faire attention à ce chiffre, parce que dans ce chiffre, il y a le salaire des gens qui vont en formation. Il n'y a pas que des actions de formation à proprement parler. Mais il se trouve que les employeurs représentent la majorité des dépenses de formation. Et en vertu d'un principe assez simple, qui est que celui qui paye décide des contenus et décide aussi des publics, eh bien, ils investissent plutôt sur les gens qui sont stables dans l'entreprise, qui sont en général les plus qualifiés, parce que le rendement de la formation est plus important pour ces gens-là. Donc l'enjeu ici, c'est de donner des droits individuels, que les individus puissent initier sans le contrôle de l'employeur, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé, avec un droit qui s'appelait le droit individuel à la formation. Donc là, on veut s'appuyer sur des droits qui sont véritablement à l'initiative du salarié, et on veut les renforcer en orientant une partie des financements vers ces droits. Merci. Une autre question, si vous le voulez bien. Oui, monsieur. Oui, merci. J'aurais voulu qu'on aborde 2 secondes. C'est les temps de travail qui soient partiels sur les temps de vie, soit pour ceux qui veulent monter des activités parallèles, soit le temps des jeunes parents qui auraient besoin de temps différenciés ou de jeunes grands-parents qui auraient besoin de temps différenciés. Enfin, toute une flexibilité autour du temps de travail qui n'a pas été abordée une seule seconde dans une nouvelle organisation, justement, du salariat. Monsieur Penel, vous avez une réponse? Moi, je pense qu'en France, le mot de flexibilité est souvent vu comme un gros mot. Et qu'on a aussi considéré dans ce débat sur la flexsécurité, en disant qu'il fallait équilibrer flexibilité et sécurité. On s'est dit la flexibilité, c'est pour les entreprises, et la sécurité, c'est pour les individus. Mais l'inverse est vrai aussi. Les entreprises ont besoin de sécurité, notamment de sécurité juridique, par exemple, quand elles licencient. Et il y a effectivement aussi une demande croissante des individus pour avoir plus de flexibilité dans l'organisation de leur travail, notamment sur le temps de travail. Donc là, je partage tout à fait ce que vous dites. Le temps partiel en France est un très bon exemple. 2/3 des individus à temps partiel le font par choix. Et ça, c'est une vraie question. Je reviens sur ce qu'a dit Marc Ferracci. Je pense que dès qu'on parle du marché du travail, de la multiplication des contrats, il faut regarder est-ce que c'est un choix de l'individu ou est-ce que c'est une contrainte. Si c'est un choix, je ne vois pas pourquoi, tout d'un coup, on dirait que ce n'est pas bien, que c'est interdit ou que c'est mal vu. Donc, oui, il faut flexibiliser, ou en tout cas, j'aime pas moi ce mot, mais individualiser la relation de travail. La population active n'a jamais été aussi diverse, contrairement là encore aux années 50-60. Donc oui, la relation de travail doit s'individualiser pour mieux prendre en compte la spécificité de chaque individu. Je me permets juste de compléter pour monsieur. Sur la question de la gestion du temps, il y a une réflexion qui est en cours, qui a été initiée notamment par un rapport de France Stratégie sur le compte personnel d'activité, qui s'appelait le compte personnel d'activité de l'utopie au concret, où on a essayé de réfléchir justement à l'agrégation de nouveaux droits, et en particulier le compte épargne-temps, ce genre de choses, dans ce compte, en rendant les droits un petit peu fongibles, en permettant aux gens d'arbitrer entre une formation, un congé,
le cas échéant une année sabbatique. Ça pose évidemment de très très gros problèmes opérationnels, ça pose des problèmes de doctrine. Qu'est-ce qu'on met finalement dans ce compte? Est-ce qu'on met simplement des droits à l'activité comme la formation ou l'accompagnement, ou est-ce qu'on met des choses un petit peu plus vastes qui participent finalement à l'émancipation des gens? Ça pose aussi des questions véritablement opérationnelles, mais il y a une réflexion qui est en cours sur ce sujet, et l'espoir de beaucoup, c'est d'élargir progressivement le contenu de ce compte à de nouveaux droits. Une autre question, si vous voulez bien, madame? Micro, prenez le micro, madame. Oui, donc je souhaiterais savoir quelles sont les conséquences de l'élargissement de l'assurance chômage en termes de financement. C'est-à-dire, est-ce que ce sera toujours financé par des cotisations salariés-employeurs? Et corrélativement, quelles seront les conséquences sur le montant des indemnités de chômage? Est-ce que ce sera toujours proportionnel au salaire? Merci. Une réponse assez courte, s'il vous plaît. Les hypothèses sur lesquelles on travaille consistent à maintenir les droits, c'est-à-dire les durées et le taux de remplacement de l'indemnisation, constants, ou en tout cas équivalents à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc concrètement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'on va élargir le bénéfice de l'assurance chômage en touchant probablement à quelques paramètres de l'assurance chômage. Ça a été présenté durant la campagne électorale, ces hypothèses de financement. S'agissant de la question des cotisations salariales patronales, comme vous le savez, les cotisations salariales d'assurance chômage disparaissent. Elles vont disparaître à brève échéance. C'est un engagement de campagne présidentielle, de même que les cotisations d'assurance maladie, et elles sont remplacées par de la CSG. Elles sont remplacées par une hausse de la CSG. Donc sur ce volet-là, sur le volet salarial, il y a une bascule vers la CSG. En revanche, il y aura toujours des cotisations patronales, et dont je vous ai expliqué tout à l'heure qu'elles avaient vocation à varier en fonction du comportement des entreprises en matière d'emploi court ou de licenciement. Une dernière question, si vous voulez bien. Je vais prendre monsieur là-bas. Je suis désolée. Après, vous pourrez aller voir les intervenants pour leur poser des petites questions. Oui, bonjour, j'aurais une observation et une question. L'observation, c'est qu'il semble y avoir une guerre de religion entre salariat et non-salariat, et qui serait urgent de pacifier. Alors, M. Plassa a très justement évoqué les normes qui écrasent le salariat. Je voudrais rappeler que votre question, s'il vous plaît, monsieur, oui. Votre question. Ma question, c'était plus sur l'organisation de l'assurance chômage, la nouvelle assurance chômage. Je ne vois pas trop comment vous allez pouvoir éviter de découpler un aspect assurance qui reprendrait le système actuel qui fonctionne pour l'aspect assurance et mettre un autre régime pour assurer une transversalité des droits qui couvre les indépendants, et je ne vois pas les auto-entrepreneurs capables de financer eux-mêmes une assurance. La réponse, c'est que ce découplage, il existe déjà. Il existe déjà. Vous avez un socle aujourd'hui de droits qui sont financés par la collectivité et non pas par l'assurance, c'est le RSA socle. Et vous avez le système assurantiel qui, comme on l'a dit, est financé pour partie aujourd'hui par des cotisations salariales et pour partie pour des cotisations patronales. Donc on a déjà ce système à deux étages qu'on retrouve dans d'autres pays. L'idée, et la direction qu'on prend, c'est qu'on ne va pas remettre en cause le principe de l'assurance au sens où il y aura toujours des cotisations, en particulier les cotisations patronales. Quels seront, in fine, les équilibres en matière de financement entre ce qui relève de l'assurance et ce qui relève de la solidarité au sens propre, c'est-à-dire qui n'est pas ouvert par des droits acquis durant les périodes d'emploi, bien ça, ce sont des discussions qui vont se poursuivre dans les prochains mois. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des concertations qui vont commencer avec les partenaires sociaux sur ces sujets-là, même si les projets sont quand même assez clairs du point de vue de l'État. Et sur l'architecture générale du système, il y a déjà finalement ce système à deux étages. On va en reparler dans les prochains mois, on en est sûr. Monsieur Carcillo, est-ce que vous voulez conclure cette heure et quart de débat ? Merci. Je crois qu'il y a énormément de choses ont été dites sur l'avenir du salariat. Je pense que sur le constat, ce qu'on peut dire en résumé, c'est que les nouvelles formes d'emploi sont appelées à continuer à se développer, mais qu'en même temps, le salariat restera probablement très majoritaire dans les années qui viennent, et le restera encore pendant un bout de temps. Cela étant, il y a un fort besoin et envie d'autonomie
dans le travail. Et il y a aussi un fort besoin de flexibilité de la part des entreprises sous l'influence des nouvelles technologies. Et c'est pour ça qu'il faut des réformes pour adapter le salariat à ces nouvelles conditions. Et ces réformes, elles ont été évoquées notamment par Marc Ferracci et par les autres. Et il y a besoin de faciliter et surtout de sécuriser les transitions entre contrats de travail et entre statuts. Et ça pose la question du côté des salariés de l'assurance chômage et de la formation, et du côté des entreprises, ça pose la question de la rupture du contrat de travail et la question de l'assurance chômage avec le bonus-malus. Et enfin, je pense que le dernier point qui est très important, c'est dans l'entreprise la nécessité de rénover le dialogue social et de laisser plus de marge de manœuvre aux syndicats et aux représentants des employeurs de discuter de l'adaptation des conditions de travail au niveau de l'entreprise, alors qu'en France, on a eu cette longue tradition de tout organiser au niveau national par le Code du travail. Voilà ce que je pourrais dire en synthèse de cette matinée.